Bienvenue à tous sur le plateau de votre émission d'entretien et d'opinion sur Azur TV. Marine Brenier est donc notre invitée. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Députée de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, vous avez été réélue après une campagne difficile, après quelques moments de stress aussi, parce que il a fallu résister à la vague La République En Marche et dans votre cas au Front National qui était votre adversaire, puisque vous n'aviez pas, je le rappelle, d'adversaire En Marche. On va parler de ce que vous allez porter à l'Assemblée nationale, des projets que vous avez envie de défendre. On commentera aussi l'actualité. Mais d'abord, j'ai envie de vous poser cette question. Député Les Républicains constructifs ou pas, Marine Brenier? Oui, constructif. Vous serez donc parmi ces 20 députés, derrière Thierry Solère notamment, qui constitueront ce groupe qui pourra voter certaines lois, certaines propositions du gouvernement Philippe. Alors on a un peu plus de 20 députés puisque... 20 députés, après il y a les 18 UDI aussi. Nous avons des Républicains, nous avons aussi des UDI et des apparentés, des personnes qui aujourd'hui n'appartiennent pas à une famille politique. Et nous avons cette ambition de pouvoir s'inscrire dans une attitude constructive. C'est d'ailleurs l'attitude qui a été la mienne pendant toute cette campagne pour les élections législatives. Vous l'avez rappelé, je n'avais pas de candidat En Marche face à moi, mais un candidat qui se revendiquait de la majorité présidentielle et qui d'ailleurs a fait le même score que le président Macron aux élections présidentielles. Et c'est dans cette démarche qu'on a envie d'accompagner aujourd'hui le président de la République. On l'a vu, il y a déjà plusieurs propositions qui pour nous sont extrêmement intéressantes. À la fois le fait que nous allons pouvoir revenir dans la métropole Nice-Côte d'Azur sur les rythmes scolaires, pouvoir revenir à la semaine de 4 jours qui était extrêmement attendue par la communauté éducative, et également d'autres chantiers comme celui de la reconnaissance faciale qui m'est très cher puisque l'an passé, lorsque j'ai été élue députée de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, c'était le premier chantier sur lequel j'avais travaillé et pour lequel j'avais eu une opposition farouche de la part du gouvernement et notamment d'Emmanuel Valls. Là, vous parlez du soutien ou en tout cas de l'échange qu'a eu Christian Estrosi avec Gérard Collomb qui est venu à Nice pour parler précisément de ces questions-là. Vous avez donc bon espoir que les choses évoluent. On rappelle qu'aujourd'hui, pour des questions de liberté, la CNIL notamment bloque la reconnaissance faciale via les caméras de vidéoprotection. En fait, c'était une décision qui avait été prise par le gouvernement et notamment par Manuel Valls à l'époque où il était Premier ministre, puisqu'ils estimaient que c'était contraire aux libertés individuelles. Or aujourd'hui, on se rend bien compte que le dispositif qui a été créé à Nice, puisque ce sont des sociétés niçoises qui l'ont porté, nous permet totalement de garder l'anonymat des individus, mais nous permet de pouvoir aussi garantir une sécurité supplémentaire dans l'espace public. Donc c'était évidemment ce chantier que j'avais voulu porter en étant élu l'an passé. Et aujourd'hui, c'est vrai, lorsque Christian Estrosi a rencontré Gérard Collomb il y a maintenant quelques semaines, puisque le ministre de l'Intérieur était venu à Nice pour rencontrer les familles des victimes de l'attentat du 14 juillet, Christian Estrosi avait eu l'occasion de parler de ce système et Gérard Collomb avait fait preuve d'une certaine ouverture par rapport à ce projet qui lui était proposé et avait indiqué lors d'une conférence de presse que lors du prochain projet de loi sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme, ce dispositif serait étudié. Alors évidemment, c'est un projet que je veux pouvoir porter également à l'Assemblée nationale et que je soutiendrai. Vous serez vigilante donc sur cette question et vous rappellerez au gouvernement, pas les engagements, mais en tout cas la discussion qui s'est tenue en mairie de Nice. Vous avez parlé de Christian Estrosi, on va poser la question tout de suite. Vos adversaires vous ont qualifié de bébé Estrosi. Vous, c'est un duo que vous assumez complètement, cette influence que peut avoir Christian Estrosi, qui était votre prédécesseur dans ce mandat de député dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. Oui, on m'appelle bébé Estrosi, comme on appelait à l'époque Christian Estrosi un bébé médecin. C'est quelque chose que j'assume, j'en suis très fière, puisque grâce à Christian Estrosi et à l'ensemble de notre équipe à la mairie de Nice, dans la métropole Nice-Côte d'Azur et aussi grâce à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a vu ce sont de nombreux projets qui ont été portés et qui ont permis de valoriser notre territoire. Cette 5e circonscription, elle est extrêmement particulière puisque elle contient 28 communes entre mer et montagne, des secteurs extrêmement ruraux, d'autres très développés comme la plaine du Var. Et aujourd'hui, on le voit avec ces mandats qui ont été réalisés par Christian Estrosi et notre équipe. C'est tout ce secteur qui a pu être développé et dynamisé grâce au plan montagne, notamment pour nos stations de ski, mais également avec l'opération d'intérêt national qui nous a permis de développer de nombreuses entreprises, de créer de l'emploi, de créer aussi une attractivité économique, une attractivité
touristique aussi pour du tourisme d'affaires, du tourisme de montagne ou du tourisme estival. Et donc aujourd'hui, on est très fiers de ces projets qui ont été portés avec cette ligne 2 du tramway et cette ligne 3 qui vont nous permettre encore de développer cette plaine du Var. Alors après le bureau politique qui était plus apaisé que prévu, hein, d'après ce qu'ont dit les observateurs ou en tout cas les gens qui étaient à l'intérieur de ce bureau politique, il y aura une prochaine réunion pour organiser l'élection du président ou en tout cas le choix du président de votre parti. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Vous croyez encore en l'avenir des Républicains en une seule entité? Parce qu'on voit bien que le côté républicain constructif déplaît au canal historique, comme on l'appelle. Bien écoutez, avec Christian Estrosi, hier, on a souhaité participer à ce bureau politique, justement pour défendre cette ligne qui est la nôtre et expliquer à nos collègues les raisons qui nous ont poussés à créer ce groupe des constructifs. C'est vrai qu'il y a eu un débat qui a été assez vif, absolument pas violent, mais parfois le ton a pu un peu monter. Et je crois qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation dans laquelle on s'est déjà retrouvé par le passé, à la fois en 2012, lorsqu'il y avait eu évidemment ce débat entre Copé et Fillon. On a aussi eu ces débats lorsqu'il a été question des sujets de société, et je crois que c'est la richesse de notre famille politique de pouvoir réussir à débattre. Alors aujourd'hui, nous allons continuer à œuvrer au sein de notre famille politique tant qu'il en est possible pour faire en sorte que notre ligne puisse prédominer, et si demain, malheureusement, certains ne sont pas en capacité de l'entendre, alors on envisagera une restructuration de la vie politique. Je crois qu'aujourd'hui, les Français nous ont montré une chose avec cette élection présidentielle, avec l'élection d'Emmanuel Macron, c'est que les Français ne veulent plus des magouilles politiques, ils n'en ont plus rien à faire des clivages partisans. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on travaille dans le sens de l'intérêt général et de la défense des projets qui sont importants pour les Français. C'est évidemment dans cette démarche-là qu'on a envie de s'inscrire. Alors on va revenir sur votre campagne dans quelques secondes. Des recours, a priori, vont être déposés. Est-ce que ces recours, vous les craignez ? Écoutez, j'ai entendu parler de 2 recours, l'un qui serait basé sur un chef d'accusation qui a d'ailleurs déjà été tranché par le tribunal administratif et par le Conseil d'État. Du nom de Christian Estrosi sur les affiches et sur les bulletins. C'est pas la présence du nom, c'est la présence de la photo de Christian Estrosi. C'est une photo où nous apparaissons avec José Cobos et Christian Estrosi sur le bulletin de vote. Ça a déjà été tranché par la Haute Cour, à savoir par le Conseil d'État. Donc aujourd'hui, je n'ai pas d'inquiétude particulière sur ces recours. C'est évidemment des actions judiciaires que mes adversaires ont tout à fait le droit de mettre en œuvre. Mais je crois qu'avec l'écart de voix, de toute façon, qui a été extrêmement significatif au second tour, puisque pour rappel, nous avons fait le meilleur score du département des Alpes-Maritimes. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison, à la fois d'un point de vue juridique, ni d'un point de vue électoral, pour donner droit à mes adversaires. Mais je laisserai la justice trancher, évidemment. Et pour terminer sur ces questions du moment, l'ambiance chez les Républicains dans les Alpes-Maritimes. On parle de clan Estrosi, clan Ciotti. Comment vous sentez cette ambiance dans les Alpes-Maritimes? C'est tendu en ce moment. Bien écoutez, pour nous, tout se passe bien. Avec nos militants, il n'y a aucune difficulté. J'ai entendu les déclarations d'Éric Ciotti au soir de son élection au port de Nice. Je ne peux que vous dire que je les trouve regrettables. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être dans une démarche de rassemblement et pas de division. Et je crois en l'intelligence d'Éric Ciotti pour revenir sur ses propos et revenir à la raison, puisque on ne pourra avancer que si on est ensemble et rassemblés et absolument pas divisés. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec l'élection d'Emmanuel Macron, on le voit bien aujourd'hui, les Français ne veulent plus des magouilles politiciennes. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on avance, qu'on aille dans le bon sens, et on ne peut y aller que si on est rassemblés et non divisés. Alors vous avez fait votre première rentrée avec tout le monde, j'allais dire, à l'Assemblée nationale, parce que votre précédent mandat qui a débuté l'an passé, c'était lors d'une législative partielle, donc vous étiez arrivé un petit peu en cours de route et en fin de mandature. Est-ce que vous avez senti une différence là dans cette rentrée avec ces 5 ans qui arrivent et le fait de se dire que voilà, là on va pouvoir vraiment travailler, défendre les dossiers et prendre part pleinement à la vie parlementaire? Ça a changé quelque chose le fait que vous soyez élu en même temps que tout le monde? Ah ben, l'accompagnement n'est pas le même, ça c'est une certitude. Donc aujourd'hui, ça me permet de voir des endroits de l'Assemblée nationale que je ne connaissais pas forcément. Mais au niveau du travail, ça me permet simplement par rapport aux nouveaux venus d'être plus expérimenté et de pouvoir directement commencer le travail parlementaire. Je crois que l'attente des Français est vraiment qu'on se mette au travail tout de suite, qu'on n'attende pas la fin de l'été pour le faire. Et donc ça va me permettre d'être efficace le plus rapidement possible. Vous avez déjà échangé avec les autres députés des Alpes-Maritimes, pas uniquement
les députés LR qui, si on en croit l'article paru dans l'I ce matin, eux sont plutôt restés du côté du canal historique, mais bon, ça on verra par la suite. Vous avez pu échanger avec les nouveaux venus, notamment Cédric Roussel par exemple de La République En Marche, ou Laurence Trastour qui est républicaine mais qui elle aussi va faire son entrée à l'Assemblée. Alors pour l'instant, ça a été essentiellement des échanges de courtoisie pour se féliciter les uns les autres, donner quelques avis et puis leur expliquer un peu les premières démarches pour les accompagner, mais on n'a pas encore eu l'occasion de se croiser dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Je crois que ce sera essentiellement la semaine prochaine puisque la rentrée politique aura lieu mercredi prochain. Donc pour le moment, on laisse chacun dans ses démarches administratives. Alors il y a du travail qui vous attend. On va parler de loi de la moralisation politique, de la vie politique. On va parler de la réforme du Code du travail parce que c'est ça qui va animer l'été. Mais évidemment, ne croyez pas que je l'ai oublié, cette refondation du gouvernement avec les départs, j'allais dire surprise, mais en tout cas qu'on aurait pu aussi prévoir, de François Bayrou, de Marie de Sarnez, de Sylvie Goulard, du gouvernement notamment. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces départs et des gens qui les remplacent ? Je crois que c'est une bonne chose. Le président de la République a commencé son mandat en expliquant qu'il voulait avoir une transparence totale à l'égard de ses ministres et à l'égard de la population française. Aujourd'hui, il y a eu des suspicions à l'égard de certains ministres. Je crois que c'est une bonne chose d'avoir voulu opérer ce remaniement, notamment concernant Monsieur Bayrou qui était en charge de la moralisation de la vie publique. Je crois que c'est un signe extrêmement positif et que ça va dans le sens de l'attente des Français. Voilà, donc pour vous, il fallait faire cet acte-là, soit de les démissionner ou en tout cas d'accepter leur démission pour les remplacer pour une question de transparence. Oui, je crois que c'était tout à fait attendu et je crois que oui, c'est la méthode dans laquelle il faut absolument qu'on s'inscrive aujourd'hui. Les politiques demandent constamment aux Français de faire des efforts supplémentaires. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui est venu le temps que les politiques s'appliquent aussi ces efforts. Le Premier ministre Édouard Philippe vous a soutenu pendant la campagne, clairement, de façon appuyée. Est-ce que vous l'avez rencontré depuis votre élection? Est-ce que vous avez échangé? Est-ce que vous avez son oreille, si j'ose dire, justement pour les dossiers que vous avez envie de faire remonter depuis les Alpes-Maritimes? Alors nous avons eu l'occasion d'échanger, notamment lors de la constitution de ce groupe déconstructif. Oui, parce qu'il est venu aussi, paraît-il. Il est venu à notre écoute. Effectivement, on a eu l'occasion de pouvoir en discuter. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, le nouveau Premier ministre a envie de faire en sorte que les choses avancent. Il est très à l'écoute de cette nouvelle génération aussi d'élus qui font leur entrée à l'Assemblée nationale, puisque aujourd'hui, il faut savoir qu'on est très nombreux parmi les nouveaux députés à avoir moins de 35 ans. Et cette nouvelle génération, elle fait l'objet d'une écoute attentive de la part du gouvernement et elle va permettre de pouvoir porter des projets assez novateurs. Et donc, je crois vraiment que ce soit Édouard Philippe ou l'ensemble de son gouvernement seront à l'écoute de tous ces projets qu'on va porter. À la recomposition politique, je vous pose une question là-dessus, si il nous reste un peu de temps en fin d'émission. Alors je le disais, il y a déjà de gros chantiers, de gros projets sur la table, notamment la réforme du Code du travail, déjà quelques mobilisations en France contre cette réforme. Est-ce que vous, de ce que vous en savez, de ce qu'on a lu dans la presse, c'est un texte qui vous paraît aller dans le bon sens ? Oui, je crois que quoi qu'il arrive aujourd'hui, il est absolument nécessaire de refonder le droit du travail. Quand j'ai été élue l'an passé, j'avais d'ailleurs commencé à y travailler puisque avec mon équipe, nous avons travaillé notamment sur tout l'aspect relations collectives puisqu'aujourd'hui le Code du travail contient de très nombreuses dispositions en ce sens qui rendent la vie des entreprises extrêmement complexe et empêchent parfois les entrepreneurs d'avoir envie d'engager puisque vous le savez, à partir d'un certain nombre d'employés, les contraintes sont de plus en plus complexes, notamment en termes de relations collectives. Exactement. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire, à la fois sur les relations collectives et les relations individuelles. Et quoi qu'il arrive, les réformes qui vont être proposées par le gouvernement iront forcément dans le bon sens, puisque ce sont des réformes qui visent à simplifier le droit du travail et à simplifier les relations dans l'entreprise et dans les accords de branche. Donc, de ce que vous en savez, vous pourrez voter tout à fait ce texte. Il y aura peut-être des dispositions qui feront l'objet de discussions. Vous attendez d'avoir le projet de loi évidemment, sous les yeux. Comme on l'expliquait avec ce groupe déconstructif, le but est de pouvoir accompagner le gouvernement, mais tout en ayant un œil vigilant. On ne donne pas un blanc-seing au gouvernement. On les accompagne parce qu'on croit qu'aujourd'hui, ils vont apporter du positif pour l'ensemble des Français.
mais ça ne nous empêchera pas d'être tout à fait vigilants, d'amender les textes qui seront proposés, et si cela est nécessaire, parfois de s'y opposer. Les ordonnances, bonne ou mauvaise idée? Ça, c'est une vraie question aussi. Les ordonnances, elles permettent de pouvoir accélérer les choses, et aujourd'hui, c'est absolument impératif. Justement, là, le débat parlementaire, il va peut-être être un peu tronqué à cause de ces ordonnances. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire d'aller vite, d'aller très vite, puisque après 5 années de mandat de François Hollande, on l'a bien vu, les Français ont énormément subi, que ce soit en termes de chômage, que ce soit en termes de terrorisme. On le voit bien, aujourd'hui, les choses sont devenues très complexes pour l'ensemble de nos concitoyens, et il est impératif de pouvoir réagir de manière accélérée, et je crois que par le biais des ordonnances, nous allons pouvoir y arriver. La fiscalité, François Baroin a dit que finalement, la grande différence qu'il avait avec Emmanuel Macron, c'était sur la question de la CSG. Est-ce que vous êtes plutôt du côté d'Emmanuel Macron sur cette question, ou vous vous dites, voilà, avec les constructifs, tiens, c'est justement une question qu'on va essayer d'infléchir, qu'on va essayer de modifier, en tout cas, auprès du gouvernement? Oui, s'il y a bien un sujet qui fait débat, c'est évidemment cette question de la CSG. Mais nous, avec le groupe des constructifs, notre volonté, elle est très simple. C'est-à-dire aller dans le sens d'une amélioration de la vie quotidienne des Français. C'est-à-dire que demain, si la hausse de la CSG est accompagnée de baisse de charges salariales, est accompagnée de la disparition de la taxe d'habitation, et que cela permet aux Français d'avoir des fins de mois moins difficiles, eh bien pourquoi pas, allons-y. On veut vraiment réagir de manière pragmatique pour pouvoir accompagner les Français, et si cette hausse de la CSG est encore une fois accompagnée de baisse d'impôts d'autres sortes, comme la taxe d'habitation ou les charges salariales, pourquoi pas, allons-y, mais il faudra être très vigilant sur les sujets de la fiscalité. Alors la question de la sécurité, la reconnaissance faciale fait partie de cette question de la sécurité. Vous avez évoqué le terrorisme, c'est le grand enjeu, enfin en tout cas l'un des grands enjeux de ce mandat. Est-ce que Emmanuel Macron a pris le taureau par les cornes? Est-ce que pour vous il a la bonne attitude pour le moment face au terrorisme? Est-ce que les signaux qu'il envoie pour vous sont rassurants? Je crois qu'en nommant en ministre de l'Intérieur un maire d'une grande ville, il a montré qu'il avait pris en considération les difficultés auxquelles nous sommes exposés au quotidien. On le voit bien dans nos collectivités, il n'y a pas de pouvoir de police réel dans les municipalités. Et je crois que Gérard Collomb, le projet qu'il va présenter, va nous permettre à la fois de renforcer la sécurité au niveau local en permettant aux maires et aux collectivités d'avoir davantage de pouvoir, mais également, on le voit bien aussi, c'est une prise en considération des problématiques, notamment en termes de renseignement, puisque là aussi, une grande réforme va être proposée, et je crois qu'aujourd'hui, ce sont des signes extrêmement encourageants. Je l'expliquais tout à l'heure sur cette reconnaissance faciale qui, pour des raisons idéologiques, avant toute chose, l'ancien gouvernement, celui porté par Manuel Valls, refusait en tout point de pouvoir étudier cette mesure. Là, on le voit bien, c'est un signe extrêmement encourageant. On l'a vu aussi, notamment avec ces boutons d'alerte qui ont été mis en place dans les écoles niçoises, dans les crèches, aussi dans les commerces de proximité, qui nous permettent aussi de garantir une meilleure sécurité pour la vie quotidienne des Niçois. Là aussi, Gérard Collomb a montré son intérêt par rapport à ce dispositif. Donc, je suis extrêmement satisfaite par ces premières mesures qui nous sont proposées, et j'attends impatiemment le projet de loi qui va être présenté par Gérard Collomb, je crois, lors du prochain Conseil des ministres. Le retour de la semaine des 4 jours, vous l'avez dit, on va zapper la question, vous validez à 100%. On valide à 100%, et en étant en tant qu'adjointe au maire en charge d'un territoire, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de pouvoir en discuter avec de nombreux parents d'élèves et des enseignants. L'ensemble de la communauté éducative souhaite le retour à la semaine de 4 jours. On le voit aussi du côté des associations, qui leur permettra d'avoir des créneaux supplémentaires le mercredi matin. Donc pour nous, c'est une réforme qu'on accompagnera à 100%. Nous en venons à la moralisation de la vie politique. François Bayrou a porté ce texte qu'il va devoir du coup mettre de côté, puisque, je le rappelle, il ne fait plus partie du gouvernement. La limitation à 3 mandats successifs, le fait de ne pas recourir aux emplois familiaux, tout ça, ça vous paraît aussi plutôt sain pour le débat? Il y a quelques voix qui ont dit que c'était pas les bonnes mesures, d'autres qui disent que c'est du voyeurisme, qu'on va trop loin dans la transparence.
Pourquoi pas? Moi, j'estime que à partir du moment où on va dans le sens de la transparence, c'est toujours positif. Alors, François Hollande avait lancé ce chantier de la transparence, de la vie politique. C'était peut-être la seule chose positive qu'il a pu réaliser au cours de ce mandat, mais c'était des réformettes qui n'allaient pas forcément dans le bon sens, où on demandait aux élus de faire des déclarations totalement hallucinantes sur leur patrimoine, extrêmement complexes et difficiles à mettre en œuvre. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà des mesures que vous évoquez, ce qui est significatif, c'est peut-être avant toute chose cette utilisation de l'enveloppe de l'IRFM, qui aujourd'hui va être davantage contrôlée et va permettre d'avoir une utilisation qui sera tout à fait transparente des moyens qui sont mis en œuvre pour les députés, pour leur faciliter leur action de leur mandat. Alors je crois que pourquoi pas cette réforme qui permettra simplement à un député d'être élu au cours de 3 mandats. Je pense que là aussi, il y a du positif, puisque peut-être qu'au bout de 3 exercices du mandat de député, on peut être usé par les lobbying. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous le dire. Pour ma part, je n'ai qu'1 an d'exercice. Mais pourquoi pas? Ça me semble en tout cas plus intéressant que cette interdiction de cumul d'un mandat local et d'un mandat national qui, pour le coup, là, me semblait totalement déraisonnée, puisque là, on le voit bien, aujourd'hui, on va avoir des parlementaires qui seront bien souvent déconnectés de la réalité du terrain. Et je crois que là, pour le coup, on risque d'avoir des sujets extrêmement complexes à mettre en œuvre à l'Assemblée nationale. Alors, on va terminer cet entretien avec la recomposition du paysage politique. D'abord, une question toute simple. Vous avez été tenté à un moment de prendre, ou en tout cas de demander l'étiquette En Marche pour cette élection? Absolument pas. Absolument pas. J'ai des valeurs. Ces valeurs, ce sont celles du gaullisme. Je partage celles de la droite et du centre. Je m'étais engagée il y a maintenant plus d'une dizaine d'années de ça aux côtés de Nicolas Sarkozy, puisque à l'époque, il défendait cette notion pour moi qui est primordiale du mérite, du travail, la sécurité pour tous, l'engagement. Et ce sont des valeurs qui pour moi sont tout à fait nécessaires. Ce sont les valeurs de l'exemplarité que je veux pouvoir continuer à défendre. Et pour moi, elles sont incarnées par ces valeurs gaullistes qui sont revendiquées et qui sont incarnées par la droite et le centre. Alors, recomposition, féminisation aussi de l'Assemblée, parce que c'est l'Assemblée qui a le plus de députés femmes de toute l'histoire. Comment vous interprétez cet état de fait? Je crois que cela va Cela va dans le bon sens, parce qu'effectivement, il va y avoir un renouvellement de la classe politique, puisque plus jeune aussi, plus de femmes, mais aussi plus jeunes, mais également un renouvellement des méthodes, puisqu'on le voit bien, beaucoup des députés qui ont été élus ne font absolument pas partie de la classe politique. Donc ça va nous permettre de pouvoir faire entrer de nouveaux débats à l'Assemblée nationale. Pour autant, il conviendra d'être assez vigilant, puisque comme ce sont des personnes qui ne connaissent pas le monde politique, il faudra certainement davantage les accompagner pour leur expliquer les us et coutumes et leur expliquer simplement l'exercice parlementaire, qui avant tout est une connaissance du droit qui doit être assez appuyée. Certains des nouveaux députés ne connaissent absolument pas ce milieu-là, donc il faudra les accompagner pour leur simplifier l'exercice. Quel agenda pour vous dans les 10 jours qui arrivent? Il y a la rentrée parlementaire. Comment ça va se passer pour vous là, les jours qui arrivent? Eh bien écoutez, je vais continuer mon exercice de parlementaire comme je l'ai déjà accompli pendant toute cette année. Donc en me divisant une partie de la semaine à Paris, l'autre partie de la semaine en circonscription, que ce soit dans ma permanence ou à la mairie de Nice, ou comme ce week-end où j'irai notamment à la fête de la transhumance à Saint-Étienne-de-Tinée. Voilà, et après donc retour à l'Assemblée pour la rentrée. Vous allez vivre votre première rentrée, vous savez comment ça se passe déjà, comme je disais, hein, cette rentrée avec tout le monde, les nouveaux députés, vous savez un petit peu l'ordre du jour, comment ça va se dérouler ou pas du tout? Bien écoutez, on va ouvrir la séance de l'Assemblée nationale. On ne sera pas encore répartis par groupe puisque les groupes ne sont pas encore définis. On sera répartis de manière alphabétique dans l'hémicycle, ce qui nous permettra aussi de rencontrer des personnes d'autres groupes politiques. Et puis on va commencer tout simplement la mise en place de l'Assemblée nationale. Et puis c'est Bernard Brochant, hein, normalement, qui devrait ouvrir cette séance parce que c'est le doyen de l'Assemblée nationale, député des Alpes-Maritimes, lui aussi qui va ouvrir donc cette première séance de cette nouvelle Assemblée nationale élue pour 5 ans avec donc Marine Brenier, députée de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, députée Les Républicains. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, d'être venu sur le plateau d'Azur TV.